Sans détour, l'émission qui fait l'écho de l'actualité locale de la ville de Nice et de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque premier dimanche du mois, à 10 h, sur RCN. Universitaire français, sociologue de la culture, recteur de l'Académie de Nice, chancelier des universités, président du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, professeur donc des universités en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes spécialiste de la sociologie, de la réception du cinéma, de l'étude des publics des grands festivals de Cannes et d'Avignon. Et vous avez dirigé de nombreux travaux concernant notamment l'éducation artistique et culturelle. Depuis 2009, vous présidez également l'Institut supérieur des techniques du spectacle. Et puis en août 2015, vous êtes nommé recteur de l'Académie de Nice et chancelier des universités. Emmanuel Etis, bonjour. Bonjour. Alors l'école pour vous, c'est quoi ? L'école, je pense que c'est le plus merveilleux appareil de transformation d'une société. C'est là où une société dépose tout ce qu'elle a envie de transmettre, tant en termes de valeurs, de connaissances, de savoir, de pratiques. C'est là où elle construit son avenir. Une société qui va bien, en général, une école qui va bien. Une école qui va bien, c'est dans une société aussi qui fonctionne très bien. Donc oui, c'est le lieu de toutes les promesses d'avenir, et particulièrement en France. Moi, je garde toujours en tête cette merveilleuse phrase de Mona Ozouf, l'historienne, qui ne cesse de dire combien, même dans son tout petit village au fin fond de la Bretagne, au-delà des grands discours qui sont faits en général sur la République, dans sa toute petite école, eh bien, elle pouvait savoir que toutes les promesses étaient possibles. Bien, je crois que c'est ça, le sens de l'école de la République, c'est où que l'on soit, on puisse se dire que tout est possible depuis l'école. Comme vous l'aurez compris, Emmanuel Etis, le recteur de l'Académie de Nice, est notre invité de Sans détour en ce dimanche matin sur RCN et sur le 89.3, le 208.64 pour la fréquence RNT, les 11 réseaux numériques où vous nous suivez en live ce dimanche matin. Puis-je vous poser une question qui sort un petit peu du domaine et puis on va petit à petit arriver, vous l'aurez compris, cette interview est un peu crescendo sur le domaine universitaire. Quel homme ou alors peut-être quelle femme universitaire, politique vous a inspiré durant votre parcours ? Oh, l'historienne Mona Ozouf m'a vraiment inspiré durant tout mon parcours parce que elle a beaucoup travaillé sur la question de l'école, sur l'histoire, sur celle de la République. Elle a fait un merveilleux livre sur Jules Ferry que j'ai trouvé absolument inouï, c'est-à-dire un ministre qui arrive à changer des choses en 6 mois. Donc comme quoi là aussi tout est possible par rapport à ça. Évidemment, l'historien Paul Veyne m'a beaucoup inspiré dans mon parcours parce que sa lecture de la Rome antique nous donne à voir quelque chose qui nous interroge forcément nous-mêmes sur ce que nous sommes, sur la manière dont on construit nos sociétés, sur la façon dont on considère l'autre, dont on pense et qu'on envisage à la fois l'altérité, mais aussi la manière dont, moi je trouve qu'un de ses plus beaux livres, c'est ce que les Grecs ont-ils cru en leur mythe, la manière dont on envisage aussi la croyance dans nos sociétés et comme quelque chose qui doit aussi être un univers auquel on peut s'attacher quand on veut s'éduquer au sens le plus fort du mot. Donc voilà, ce sont des personnages, un homme, une femme qui sont pour moi des monuments universitaires d'inspiration. Emmanuel Etis, recteur de l'Académie de Nice, merci de vous être prêté au jeu de ces 2 questions. On a toujours, c'est un petit peu la tradition dans Sans détour, 2 questions un peu personnelles comme ça, comme vous venez de nous donner les réponses et je vous remercie. Et puis à la fin, on parlera de 2 autres questions aussi un petit peu personnelles pour refermer cette interview. On va parler et on va rentrer dans le vif du sujet de l'université, de l'école et de notre région, Nice principalement aussi, et puis la région sud Provence-Côte d'Azur. Si des étudiants nous écoutent, et ils sont souvent nombreux le dimanche matin, avez-vous ou pouvez-vous nous donner 1, 2 raisons pour lesquelles ils pourraient s'inscrire dans vos universités ? Les raisons de s'inscrire dans nos universités, à Nice et à Toulon, en tout cas, ce qui concerne l'Académie de Nice, sont multiples. Il n'y en a pas une ni deux. C'est d'abord, premièrement, le fait que l'organisation universitaire ici propose à nos étudiants tous les parcours possibles. Et ça, c'est vraiment une chance sur un territoire. Quelquefois, où il y a quelques dizaines d'années, vous vouliez étudier la médecine ou le droit, il fallait faire quelques centaines de kilomètres,
voire plus. Aujourd'hui, toutes les filières sont disponibles sur notre territoire, c'est quand même quelque chose d'important. Et en plus, ce sont des filières de qualité, ce sont des filières qui font des paris d'avenir. Tout ce qu'on peut trouver sur l'intelligence artificielle, notamment à Sophia Antipolis, tout ce qu'on trouve en matière de médecine ici à Nice, tout ce qu'on trouve en matière effectivement de droit qui fonctionne très bien. Voilà, toute une série de filières scientifiques, humanité, sciences sociales, juridiques, tout est rassemblé. C'est d'ailleurs le sens même du mot université, c'est-à-dire un lieu où on peut tout trouver à la fois et puis on peut construire un parcours. C'est de plus en plus la logique des universités, c'est qu'on fait aussi des unités qui nous permettent de construire un parcours. Et je dois dire que tous les étudiants qui sortent d'ici, en général, sont assez contents parce que c'est une ville extrêmement accueillante et le travail qu'avait fait Frédérique Vidal, notamment avant qu'elle ne devienne ministre, porte ses fruits aujourd'hui avec une force assez incroyable et même les écoles d'art sont dans le réseau. Enfin, vraiment, on a un Paris qui est assez créatif et inventif. Je le dis vraiment avec force parce que je pense qu'on a ici l'une des plus jolies universités de France par rapport à la proposition générale et à l'organisation qui a été construite et pensée ici. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Emmanuel Etis, eh bien, on le voit aussi au niveau du national, parce qu'on voit que ceux qui sont propulsés de manière nationale viennent souvent, alors je ne vais pas donner un pourcentage, mais viennent en grande majorité de la région sud quand même. Alors là, voilà. Moi je ne vais pas surcommenter derrière ça. Vous venez de faire sans doute la meilleure publicité qui soit par rapport à l'avenir, bien évidemment. Et je dois vous dire aussi qu'une université est quelque chose de tout à fait dynamique. J'ai assisté au vœu de l'université il y a quelques jours et je peux vous dire combien, là encore, on entend dans les mots de président d'université la volonté permanente d'être dans cette dynamique et d'être en phase avec les étudiants, parce que c'est avant tout des étudiants qui construisent un parcours, plus une ouverture aujourd'hui à l'international qui s'affirme encore plus fortement, et ça c'est vraiment le sens même d'une université qui fonctionne bien. Le redoublement, le téléphone portable, l'uniforme, j'aimerais qu'on parle de ces trois dossiers et voir votre position sur ces sujets. On commence par quoi? Le redoublement? La politique actuelle, de toute façon, vise avant tout à construire une école de la confiance. Je pense que l'importance, c'est pas d'avoir un principe dogmatique qui consisterait à dire voilà quelle position on doit avoir ou ne pas avoir sur le redoublement, c'est savoir comment, en fait, la manière dont on envisage et comment on construit cette école de la confiance tout au long du parcours de l'élève. Il faut qu'un élève se sente en confiance pour pouvoir réussir. On est vraiment dans une logique du renforcement des fondamentaux. Si je parle de l'école primaire pour commencer, bien évidemment, le dédoublement en zone prioritaire des CP et des CE1, quelque chose de fondamental, mais il ne faut surtout pas retenir le dédoublement de la classe, il faut retenir le fait qu'on mette les élèves dans la meilleure situation pour apprendre à acquérir leurs fondamentaux. Aujourd'hui, le pari du ministre Jean-Michel Blanquer, c'est d'avoir 100% de réussite en CP. Ça veut dire lire, écrire, compter, respecter autrui. Ça fait partie des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de déficit. Il faut qu'on soit vraiment à 100%. C'est le sens d'une politique publique par rapport à ça. Et derrière cela, l'idée effectivement de poursuivre son parcours en étant vraiment et en assurant chaque marche du parcours, c'est ça, avant tout ça la logique. Donc la possibilité ou l'ouverture sur la problématique du redoublement relève vraiment absolument de cela. Rien de plus, il n'y aura pas plus. Mais le 100%... Comme vous le disiez à l'instant, Emmanuel Etis, au niveau de la classe du CP, est réalisable finalement? Bien sûr qu'il est réalisable. Et vous imaginez que si je vous disais le contraire, on serait dans une situation bien problématique. Et si nous ne croyons pas nous-mêmes que nous pouvons transmettre à 100% de nos élèves le fait de lire, savoir, écrire, compter, c'est le défi même de l'école de la République qui ne fonctionnerait pas. Bien sûr que c'est réalisable. Encore faut-il se donner les conditions pour pouvoir le faire. Et c'est bien pour ça que quand on a des classes de 12, eh bien, on arrive effectivement à travailler dans de meilleures conditions pour pouvoir prendre le temps. C'est-à-dire, avant tout, une mesure d'équité qui commence très tôt. Et si ce très tôt-là n'est pas réalisé, c'est toute la suite du parcours qui est mise en péril par rapport à cela. Oui, donc, bien évidemment, la focale, qui a été voulue d'ailleurs par le président de la République dans son programme et mise en œuvre par Jean-Michel Blanquer, est vraiment de cet ordre-là. On a vu dans bon nombre de pays européens, notamment aujourd'hui, l'uniforme à l'école est de rigueur, mais on va prendre ce mot un peu plus light. Vous pensez qu'il faut l'instituer, cet uniforme à l'école, finalement? C'est une question extrêmement difficile parce que là aussi vous avez une diversité d'opinions. Moi je vous parle franchement, il y a une diversité d'opinions, oui il faut le faire, pas le faire. Il faut là encore penser aux conséquences. Si l'idée derrière le port de l'uniforme est d'effacer les différenciations sociales quand on est dans le cadre de l'école, on voit que le projet il est là. Mais elle risque peut-être,
Il faut aussi se poser cette question de s'exprimer ailleurs que dans la tenue vestimentaire, dans les crayons, dans les objets qui nous entourent. Tout ça est difficile, doit être de toute façon concerté et partagé par la communauté éducative, c'est-à-dire les parents d'élèves, l'ensemble des professeurs de l'école. Donc là encore, ne soyons pas dogmatiques par rapport à ça. Voyons ce qui convient le mieux par rapport à l'environnement qui est le vôtre. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui fonctionne effectivement dans certains pays, mais parce que c'est profondément ancré dans la culture du pays. Après, il faut quand même se faire quelques précisions et ajustements historiques. On dit on va faire un retour à l'uniforme, mais il n'y a jamais eu d'uniforme dans notre pays. Il y a eu le port de blouse, de tenue qui fait que précisément on voulait invisibiliser les différences expressives. C'était le projet, mais on n'a jamais eu d'uniforme au sens le plus fort qu'on puisse l'entendre, par exemple, dans les pays anglo-saxons ou même dans les lieux universitaires où on porte cela. Moi-même, dans l'université que je dirigeais avant d'être recteur, nous avions ce qu'on appelait les ambassadeurs étudiants qui portaient, eux, un uniforme, mais un uniforme d'expression parce que c'était eux qui portaient auprès des autres étudiants la culture universitaire. Donc il y a une façon d'exprimer ce qu'est un uniforme, c'est pas l'uniforme en tant que tel, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet en tant que tel. Et il faut être très positif et très ouvert par rapport à cela. À l'heure du 2.0, Emmanuel Etis, qui est notre invité de Sans détour de ce dimanche matin, recteur de l'Académie de Nice, chancelier des universités. Emmanuel Etis, donc à l'heure du 2.0, aujourd'hui, le téléphone portable, je vais dire le téléphone, je vais pas dire la tablette, voilà, tout ce qui va avec, peut être un danger passer la grille scolaire, d'après vous? Le ministre de l'Éducation nationale a souhaité qu'il n'y ait plus de téléphone portable au collège. Je crois que c'est une mesure qui est saine. C'est un principe qui permet de remettre les pendules à zéro, dans le sens où quand on est dans une situation d'apprentissage, positivement, il faut être concentré sur nos apprentissages. Et je crois que nous voyons nous-mêmes adultes, dans nos comportements d'adultes, combien le téléphone portable ne favorise pas forcément la concentration. J'étais hier dans une rencontre publique à l'Opéra de Paris, où un monsieur citait d'ailleurs qui venait juste de voir dans la rue deux amoureux se tenant par la main, avec chacun l'œil rivé sur son propre téléphone portable, ce qui vous donne l'idée de la manière dont le téléphone portable peut vraiment nous égarer par rapport à ce que nous devons être ensemble. Par rapport à ça, le téléphone portable, c'est avant tout un lieu de créateur, de solitude et pas de mise en commun. Je crois qu'on est vraiment dans cette logique-là. Et ça, il faut l'avoir en tête. Or, les apprentissages, c'est quelque chose qui demande de la concentration, c'est quelque chose qui demande de l'interaction avec le professeur, avec la classe. C'est la construction d'un collectif social. Nous-mêmes, nous avons tenter quelque chose d'important et qu'on va développer sur le plan de l'éducation artistique et culturelle, qui est le quart d'heure de lecture silencieux qui a lieu dans 40 établissements, c'est-à-dire 2 fois par semaine, voire 3. On arrête pendant un quart d'heure tout l'établissement, les personnels s'arrêtent, les enseignants s'arrêtent, les élèves s'arrêtent pour faire un quart d'heure de lecture en silence. Tout le monde synchronisé. Et quand vous interrogez les élèves eux-mêmes, et vraiment très positivement, nous dirons on a abandonné le téléphone portable, on se retrouve dans un temps connecté pour le coup, avec nous-mêmes et avec les autres. Et chacun étant dans un espèce de silence un petit peu intéressant, parce que le téléphone portable, c'est aussi du bruit. Et je crois qu'il ne faut surtout pas oublier cette idée du respect qu'on a de nous-mêmes. Voilà, donc moi, là encore, sur le téléphone portable, il y a aussi des atouts quelquefois qui peuvent être des atouts pédagogiques. Il n'y a surtout pas de dire, voilà, c'est mal le téléphone portable. Non, c'est bien. La preuve, on l'utilise. Absolument. Mais encore faut-il penser pédagogiquement les usages du téléphone portable quand on est à l'école et penser vraiment très concrètement, ce à quoi ça sert avant tout. À communiquer, mais il ne faut pas rentrer dans une anti-communication aussi non plus grâce à ces outils. La Cour des comptes, Emmanuel Etis, a préconisé une hausse des droits d'inscription à l'université. L'institution recommande même dans son rapport la fin de la quasi-gratuité de l'université en priorité master. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ?
La Cour des comptes évalue en fonction d'un certain nombre de critères, mais je pourrais vous renvoyer à un nombre considérable de rapports de la Cour des comptes qui préconisent un tas de choses qui vous seraient extrêmement désagréables si on devait l'appliquer. Je veux dire, si on écoutait jusqu'au bout la Cour des comptes, je pense qu'il n'y a plus aucune dépense publique qui est faite. On va attendre 15 ans avant de rénover une route parce que ça coûtera moins cher. Il faut vraiment, là encore, se dire que la Cour des comptes fait des préconisations qui relèvent de la manière d'envisager les choses. Ça lui appartient et c'est normal, et je pense que c'est plutôt bien d'avoir ce type de repère. C'est quand même une évaluation très intéressante à lire. Moi, je lis tous les rapports de la Cour des comptes, mais non pas comme quelque chose, là encore, qu'il s'agirait d'appliquer en tant que tel, puisque il vous aura pas échappé que la Cour des comptes relève de rapports d'expertise, mais que c'est le politique qui fait bien la politique. Par rapport à cette question, je crois que la question de base était de comparer aussi la façon dont le monde universitaire fonctionne. Et il vous aura pas échappé, par exemple, que si votre enfant va faire, ou un étudiant va faire des études aux États-Unis, c'est pas la quasi-gratuité. Mais il est arrivé, figurez-vous, et on a ce type de retour aussi, que les étudiants américains, quand ils viennent en France et qu'ils voient qu'il y a une quasi-gratuité, pensent que justement notre enseignement n'est pas très bon. Vous voyez, c'est bizarre, c'est d'associer systématiquement le coût à la qualité. Or, la qualité de l'enseignement supérieur, on l'a dit tout à l'heure en ouvrant l'émission, elle est d'un très haut niveau en France. Donc, la liberté qui est laissée aujourd'hui, mais on verra comment les choses évoluent, c'est de laisser aux présidents d'université, qui sont des présidents autonomes d'université autonomes, la liberté de fixer les droits d'inscription. Ils peuvent aussi préconiser des droits d'inscription à 0 € s'ils le souhaitent, puisqu'ils ont pour en tout cas un quota d'à peu près 10% de possibilité d'exonérer les droits des étudiants. Donc voilà, une vraie liberté, un vrai respect de la liberté et des communautés universitaires pour se dire mon établissement fonctionne comment, pourquoi et comment. Vous avez déjà des établissements d'enseignement supérieur en France qui ne sont pas des universités, qui fixent les droits à un très haut niveau. Je crois que là encore, il faut pas se faire de dogme par rapport à cela. Il faut se dire au fond de quoi avons-nous besoin. L'université française est là aussi un des plus beaux lieux de transformation sociale. Moi, ce que je souhaite et ce que je pense, c'est qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'université, ce qui est une toute autre question à cette question justement des droits d'inscription. Il y a quand même aussi la multiplication par 3 des bourses d'études offertes aux étudiants étrangers. Vous m'avez devancé parce que c'était ma prochaine question justement. Alors, est-ce que tout le monde peut avoir accès aujourd'hui ? Bien sûr, je pense qu'on est un des pays dans lequel tout le monde peut avoir accès à l'enseignement supérieur. Je crois que c'est là aussi, et on insiste, nous on a un travail qui est très important, y compris par exemple en direction des bacs professionnels, qu'on incite aussi à poursuivre les études lorsqu'ils en ont la volonté et la possibilité, parce que poursuivre les études, c'est une garantie supérieure d'avoir beaucoup plus d'ouverture à la fois sur le monde du travail, sur la manière dont on peut s'épanouir. Et il y a toute société a évidemment intérêt à avoir un appareil d'enseignement supérieur qui soit de très haut niveau. Et pour cela, il faut effectivement qu'il soit aussi ouvert. C'est la clé de la réussite pour pouvoir faire monter le plus loin possible nos talents et en ce sens nos étudiants. Donc c'est une nécessité. Est-ce que tout le monde peut y avoir accès ? Bien sûr, bien sûr. Victor Vince, directeur général du Magen David Adom France. Bonjour Michel Boujna, vous êtes le parrain du MDA France et vous avez décidé d'être le partenaire de l'association Service de la Vie. Bah oui, en m'engageant avec le Magen David Adom, je contribue à soutenir une organisation qui compte 15 000 bénévoles en Israël, dont l'unique mission est de sauver des vies. On a coutume de dire que le MDA est une grande famille. Oui, évidemment. Et les donateurs en font partie, car à travers leur générosité, ils contribuent à promouvoir la vie. Reçu Cerfa en retour. Magen David Adom France, 40 rue de Liège, 75 008, Paris. mda-france.org. Association au service de la vie. La maladie de Crohn, c'est quoi ? C'est une maladie inflammatoire chronique qui affecte l'appareil digestif avec un impact très important sur le quotidien. Aujourd'hui encore, la maladie de Crohn est considérée comme tabou. Et ça touche beaucoup de gens ? En France, plus de 120 000 personnes vivent avec la maladie de Crohn. Alors que faire ? En parler, parce qu'en parler, c'est déjà la combattre. Plus d'infos sur le site de l'association AFA Crohn RCH, afa.asso.fr. Avec le soutien du laboratoire Janssen. RCN, première radio juive de France sur le numérique.
Sans détour, l'émission qui fait l'écho de l'actualité locale de la ville de Nice et de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque premier dimanche du mois à 10h sur RCN. Emmanuel Etis, qui est notre invité pour ce Sans détour de ce dimanche sur Radio Shalom Nitzan, recteur de l'Académie de Nice et chancelier des universités. Monsieur le recteur, chaque jour, selon le ministère de l'Éducation nationale, et puis on en parlait avec Jean-Michel Blanquer il y a quelques semaines qui était à notre micro, il y a une quinzaine environ d'atteintes à la laïcité qui sont enregistrées. Est-ce qu'il y a une solution finalement aux atteintes à la laïcité ? Je parle au sein des établissements scolaires, bien sûr. Il y a deux manières de traiter les atteintes à la laïcité. Il y a la manière effectivement qui nous doit nous permettre d'intervenir directement dans les établissements dès l'instant où cette atteinte a lieu, c'est-à-dire la souligner et en faire évidemment quelque chose. Nous, on a une cellule qui intervient directement, qui a été mise en place avec la volonté du ministre, une cellule laïcité qui aide les équipes. Nous, ce que nous souhaitions, et c'est vraiment sur le terrain que les choses se jouent par rapport à ça, c'est qu'aucun professeur, aucun chef d'établissement ne se sente seul quand il y a une atteinte à la laïcité, qu'il puisse y avoir un renfort de la part de nos équipes pour pouvoir les aider. C'est la garantie aussi d'un climat scolaire nécessaire. L'école n'est pas le lieu où on doit atteindre une quelconque valeur, à commencer par celle de la laïcité, puisque c'est le lieu de la construction de la laïcité. Donc vraiment, je crois que c'est tout à fait essentiel. Et puis, il y a l'autre, effectivement, manière d'envisager la laïcité, c'est l'aspect éducatif. Ce pourquoi nous travaillons ensemble, c'est-à-dire la façon dont on construit la laïcité à travers la transmission des valeurs et des savoirs relatifs à cette laïcité, qui est quelquefois, et on le comprend, un principe que l'on perçoit, mais qui peut rester abstrait tant qu'on n'y est pas confronté. Donc oui, c'est une nécessité parce que ça contribue dès le plus jeune âge, au respect d'autrui. On peut parler un instant, une petite virgule sur la sécurité à l'école. Aujourd'hui, on le voit, et notamment, et puis nous sommes sur une radio juive, donc bon nombre d'établissements, en tout cas ici sur la Côte d'Azur et à Nice principalement, sont protégés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas que pour les écoles juives, c'est le cas également pour l'ensemble, je dirais, du rectorat de notre région, et puis aussi au niveau national. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents qui nous écoutent aujourd'hui sur ce domaine de la sécurité au sein du scolaire ? D'abord que la sécurité est une nécessité absolue. Tout ce dont on traite depuis le début de cette émission relève de cela. Si on veut construire une école de la confiance, si on veut que nos enfants, nos étudiants, nos élèves se consacrent pleinement à leurs études, il ne doit y avoir aucune préoccupation de menace ou autre. Donc bien évidemment, j'entends quelquefois parler ou utiliser le mot sanctuariser l'école. L'idée est un petit peu dans ce sens, c'est-à-dire que l'école est un lieu dans lequel on doit se sentir protégé. C'est un lieu où où les parents confient leurs enfants et donc ils doivent se sentir en confiance. C'est ça aussi l'école de la confiance. Il faut avoir la confiance dans l'état et dans le climat scolaire de notre école pour pouvoir faire que le travail d'éducation, de pédagogie, de transmission s'effectue dans les meilleures conditions. Donc oui, c'est un fondamental qui a été effectivement interrogé ces derniers mois. Donc oui, se dire que c'est d'abord une priorité absolue que d'avoir un contexte très sécurisant dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos universités est évidemment tout à fait essentiel pour pouvoir construire une nation là aussi confiante et une éducation qui fonctionne bien. Le projet de loi pour une école de confiance, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, l'a défendu. C'était encore il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Une école de confiance notamment pour rendre obligatoire l'instruction pour tout, et je reprends ces mots, pour tous les enfants de France dès l'âge de 3 ans. C'est évidemment important de mettre dans un projet de loi le fait que l'obligation dès 3 ans est nécessaire. C'est-à-dire qu'on commence le plus tôt possible cet aspect essentiel de la socialisation ensemble que construit l'école. À 3 ans, c'est avant tout cet aspect de la découverte du monde, de la découverte du collectif, et on se rend compte partout dans le monde, là où on commence une scolarité obligatoire dès le plus jeune âge ensemble, eh bien oui, c'est aussi le gage de la réussite de ce qui va se passer après, avant d'arriver vraiment dans le moment où on apprend les fondamentaux de base. Donc oui, c'est essentiel, puis c'est essentiel aussi pour construire cette relation de confiance dès le plus jeune âge, y compris pour les familles qui doivent s'y retrouver. Quelquefois, on gardait aussi son enfant à la maison, puis on voit que dès le début, on construit des inégalités d'accès à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le principe d'égalité qui règne par rapport à cela.
la création donc d'un nouveau conseil d'évaluation à l'école. En fait, comme vous le voyez, à travers chacun des termes que vous êtes en train d'employer, notre ministre et nous, on en est très fiers. Et avant d'être même un ministre, c'est avant tout un penseur du système éducatif. Il a théorisé dans ses différents ouvrages, l'école de la confiance, l'école de la vie, en tout cas sur ces deux ouvrages, toute la mécanique qui doit accompagner cette école de la confiance, y compris par rapport à un conseil d'évaluation, par rapport derrière ça des tests de positionnement réguliers tout au long du parcours de l'élève, parce que quelquefois on laissait filer l'élève jusqu'en terminale. Là, on a des tests de positionnement réguliers dans le primaire, en 6e, à l'entrée de la seconde pour préparer le baccalauréat. De positionnement, ça veut pas dire uniquement d'évaluation. Ça veut dire où je me positionne pour pouvoir savoir de quoi j'ai besoin, là où je suis, au moment où je suis, pour pouvoir être et mieux accompagner les élèves finalement. Exactement. Voilà. Et puis les réorienter, mais pas trop tard, comme vous expliquiez, Emmanuel Etis, à un instant, absolument. Merci de votre transparence, encore une fois. Alors, on parlait donc de ces évaluations, mais il y a également eu récemment des positions, à juste titre d'ailleurs, du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui parlait de la formation des professeurs. Et on continue à dérouler la mécanique, et elle est formidable. Tout ça ne peut aller sans une formation complète des professeurs, une formation qui doit être effectivement améliorée, mais ça, tout le monde y pense successivement, améliorer la formation des professeurs. Néanmoins, la formation, c'est la clé. Des professeurs bien formés aux attentes des programmes éducatifs, qui comprennent le sens aussi de la mission sociale qu'est la leur au sein de l'école de la République, et qui savent à la fois transmettre, mais avec toute la qualité de la transmission qui fait que nos professeurs, ceux qu'ils sont d'ailleurs, sont des exemples pour nos élèves. C'est vraiment la manière dont on doit penser une école adaptée. On peut pas imaginer qu'on n'ait pas là aussi une logique déployée de formation continue des professeurs, ce qu'ils font aussi, puisque nous, on a ce qu'on appelle des plans académiques de formation. Tous les ans, nos professeurs s'inscrivent. Je le dis aussi à votre radio, j'en profite, parce que tout le monde ne sait pas que les professeurs sont formés en permanence et suivent tous les ans des formations qui leur permettent d'être au top niveau. Mais c'est important, c'est important de le savoir et de le dire, Emmanuel Etis, parce que on peut se poser la question, ou ne pas se la poser, mais se dire le professeur a ses diplômes et puis finalement voilà, il continue son chemin. Bien là, non, on a justement une précision importante qui fait que mais vous savez, ça se passe pas pareil en radio, hein. Nous, les journalistes ou directeurs d'antenne, on a aussi des formations de manière à se remettre un petit peu dans le bain et puis d'avancer aussi avec le temps. Emmanuel Etis, recteur de l'Académie de Nice et chancelier des universités, est notre invité de Sans détour. Alors, on parle beaucoup d'homophobie et de transphobie à l'école. Et pour tout vous dire, j'y suis allé encore ce dernier jour sur bon nombre de sites, dont le site de l'Éducation nationale. Et puis, comme vous savez, nous, on essaie de suivre un petit peu toutes les déclarations. Alors, on parlait en début de cette émission qu'on vit à l'heure du 2.0. C'est vrai que les sociétés changent, les gens changent. Et puis, vous le disiez aussi avec brio, Emmanuel Etis, les professeurs sont là, sont reformés parce que le monde évolue. Et le monde évolue aussi sur ces deux dossiers. C'est vrai que ça évolue sur ces dossiers, et j'allais dire que c'est une évolution nécessaire pour la compréhension sociale, nécessaire sur notre relation à l'autre. Et il évolue, mais peut-être même pas à la vitesse où on souhaiterait que ça évolue. Nous, on constate chaque année dans notre société, je parle pas simplement de l'école, le fait que les suicides dus à effectivement une problématique d'existence relative à une manière de ne pas être reconnu dans son intimité, dans sa sexualité, dans sa personnalité, fait que ça interroge vraiment le fait du vivre ensemble. Et les agressions homophobes ont quelque chose qui relève toujours de, j'allais dire, d'une approche dramatique dans notre relation à l'autre. Je pense qu'évidemment, le problème est toujours du côté de l'agresseur, dans ces cas-là, et pas uniquement du côté de l'agressé. Au XXIe siècle, et c'est d'ailleurs un peu bizarre de dire XXIe siècle, parce qu'il y a des sociétés beaucoup plus antiques qui acceptaient non pas cela, parce que ça faisait partie naturellement d'une reconnaissance de l'autre, d'une façon d'exister. Donc vraiment, il y a une manière d'envisager cette question qui doit être... alors, il n'y a pas je veux dire, de traitement, mais il y a vraiment une façon de penser le respect d'autrui par rapport à cela. Pour tout vous dire,
Je pense qu'il y a un véritable impensé de la question homosexuelle aussi. J'y pensais d'ailleurs hier parce qu'on avait des échanges dans un autre contexte et je me suis dit une chose très simple, c'est qu'au fond l'homosexualité est une façon d'aimer chez l'autre quelque chose qu'on aimerait idéaliser chez nous-mêmes. Et que quand on n'aime pas cet autre-là, nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Et que je ne pense pas que quelqu'un qui soit homophobe soit aussi, dans sa propre sexualité, quelqu'un de bien assumé qui aime sa partenaire hétérosexuelle par définition. Parce par définition, il n'aime pas l'autre. Le ministre de l'Éducation nationale, on revient avec Jean-Michel Blanquer, a parlé récemment. Alors pour tout vous dire, c'était le 29 janvier. Voilà, donc c'est tout récent. Il a parlé de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Et il a même procédé au lancement du premier conseil d'administration du secteur ministériel, le fameux CASEM, pour 2019. Oui, évidemment, il y a une réflexion qui est à avoir en permanence. Là aussi, c'est une façon d'être dans une logique d'être adapté à la société d'aujourd'hui avec les préoccupations de la maîtrise à la fois des langues et des langages. Pour un parcours plus optimal ? Pour un parcours qui prenne en considération notre situation dans le monde. On a des pays qui traitent là aussi ça un petit peu mieux que nous. On voit la problématique de la difficulté, qui est une difficulté un petit peu en France, dans la maîtrise des langues, qui nous caractérise. Donc là encore, c'est une façon de se dire, au fond, quel est l'objectif que nous souhaitons atteindre ? Je crois qu'il y a vraiment une nécessité de nous mettre à niveau et une façon d'envisager la problématique des langues d'une façon plus joyeuse aussi, parce que y compris quand on doit parler une langue étrangère, moi j'avais installé dans un autre lieu l'idée de se donner tous une journée où parlons mal anglais, non pas pour parler mal, mais parlons. Histoire de débloquer aussi toutes les relations, ce qu'attendent d'ailleurs nos amis anglo-saxons quand ils viennent nous voir et qu'ils parlent avec nous. Ils attendent pas de vous un anglais, l'anglais d'Oxford, ils attendent le fait que vous ayez envie de communiquer, et les langues de communication et la langue de réflexion, c'est pas tout à fait la même chose. Ce sont des choses qui s'envisagent. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir que la langue de réflexion amène une manière de penser les choses d'une manière différente. Dans quelle langue on pense et comment pense-t-on ce qu'on est susceptible de penser. Et puis il y a la langue de la communication, la langue de la parole, ça c'est autre chose, et ça s'envisage aussi à travers la manière dont on envisage nous-mêmes, nos programmes et nos relations aux langues nationales. Ça a travaillé, mais c'est une belle idée, bravo. Emmanuel Etis, je voudrais qu'on revienne petit à petit, on arrive à la fin de ce moment que je partage avec plaisir et auquel vous répondez vraiment avec une grande transparence. C'est toujours un bonheur d'avoir un intervenant qui est aussi transparent que cela. Si. Et je vous le dis avec toute sincérité. Lundi 28 janvier à l'école des Baumettes, il y a toute une équipe de Radio Shalom qui était là, d'autres de nos confrères aussi, d'autres radios et télévisions qui étaient là pour une pose de plaque de 6 enfants qui ont été donc déportés depuis l'école des Baumettes. Alors bien sûr, ça parle de la mémoire, mais sur quoi je voudrais vous interpeller, c'est moi sur ce qui m'a interpellé dans cette école, c'est de voir tous ces enfants, d'abord qui ont eu une patience extraordinaire d'attendre les officiels, puisque moi j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être là depuis la préparation, donc tôt le matin. Et j'ai vu cette chance, et je regarde Lilia qui est à mes côtés dans cette interview, et vraiment, c'était magnifique de voir ces enfants s'impliquer autant pour la mémoire. Je m'interroge donc sur la manière dont on s'implique pour la mémoire. Oui, je crois que c'est nécessaire, c'est une importance inouïe et c'est une responsabilité que nous, adultes, devons porter. C'est-à-dire que, oui, la mémoire existe, oui, une mémoire qui existe est une mémoire active. Et il n'y a qu'à travers la mémoire, j'allais dire, ouverte sur un espace de la compréhension que les choses fonctionnent. Si vous voulez, moi j'entends quelquefois qu'on soit dans des logiques de commémoration, et puis c'est-à-dire quelque chose qui relève d'un rituel, et puis l'idée de la transmission de mémoire qui se passe dans tous les moments hors commémoration. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cet aspect-là, et cet aspect-là est tout à fait essentiel. Ne peut exister, ces deux choses sont profondément liées. Le moment de la commémoration et tout ce qui se passe entre. Et je crois qu'on
on doit avoir, par rapport à ces questions inimaginables de la déportation, une responsabilité très grande de se dire ça a été possible, c'est pas si éloigné que ça, et on voit, et ça doit nous donner aussi une compréhension du monde d'aujourd'hui, puisqu'il se passe aussi dans le monde des choses qui sont d'une cruauté inimaginable et que nous acceptons en silence simplement parce que nous ne les voyons pas ou parce que notre mémoire n'a pas été activée comme on le souhaiterait. Et je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait essentiel et qu'à chaque fois qu'on a un espace possible de transmission de mémoire, on doit se dire non seulement qu'il doit être fonctionné, qu'il doit être actif pour pouvoir exister en permanence. Vous me parliez tout à l'heure des universitaires qui étaient exemplaires pour moi. En tant que sociologue du cinéma, si vous m'aviez posé la question du film qui est exemplaire pour moi, mon film préféré, ça reste La liste de Schindler. Parce que j'ai jamais été aussi transporté et ému par un film qui a eu un effet déclencheur de mémoire chez moi, bien plus que n'importe quel autre, et qui reste mon film préféré. Quand je dis préféré, vous imaginez bien que c'est pas un film qui me donne du plaisir. C'est un film qui me donne chez moi un éveil de ma conscience et de la réflexion permanente de comment, dans une situation particulière, on est susceptible de prendre des décisions et comment on est conscient d'un contexte dans lequel nous sommes plongés. Et je pense qu'il n'y a que par les opérations de fiction, que par les opérations de commémoration, que par les moments où effectivement on reconstruit un récit qui nous reconnecte à notre société et à ces actes qu'on peut penser ces choses-là. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Emmanuel Etis, merci d'avoir été notre invité de ce Sans détour en ce dimanche matin. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes notamment le recteur de l'Académie de Nice et chancelier des universités. On termine toujours ce moment avec deux questions. Et tout d'abord, votre coup de gueule, Emmanuel Etis, si vous en avez un. Alors, par définition, les gens qui me connaissent savent que j'ai pas beaucoup de... je fonctionne pas beaucoup par coup de gueule parce que j'ai un tempérament où il y a des choses qui m'affectent profondément, mais je réagis pas avec le côté coup de gueule parce que ça veut dire des à-coups et je pense qu'il faut être dans une constance de l'analyse des choses. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent m'affecter profondément en tant que recteur. Moi, par exemple, ce qui m'a le plus affecté, c'est le suicide d'un petit garçon de 6e dont je comprends toutes les raisons. Et oui, ça vous affecte profondément parce que c'est un enfant dans votre académie dont on se dit comment est-ce qu'on peut passer à cet acte-là à 10 ans. Et oui, ça vous interroge profondément sur quelque chose qui relève de notre monde, de la manière dont on peut amener des gens très jeunes. Je dis dont on peut amener parce que moi je suis sociologue et que le déterminisme social ça existe aussi. Je suis le lecteur de Durkheim par rapport à cela. Autre déterminisme sociaux, une expérience cette année dans le cadre de mon autre fonction, cadre du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, la rencontre avec des personnes très âgées en prison. J'ai rencontré des jeunes, bien évidemment, qui sont sur des parcours, mais des gens dont on se dit, je n'avais jamais eu cette expérience-là, passer du temps avec des gens de 80 ans qui sont en prison, dont on sait qu'ils ne s'en sortiront pas, et dont on voit que l'échappatoire passe par les livres. Et je pense que ce sont des rencontres toujours extrêmement instructives qui relèvent de ce que nous produisons aussi sur le plan social. Ces deux choses-là relèvent de cela. Sur le coup de cœur, sans doute le bonheur d'un film qui est en train de sortir en ce moment, qui s'appelle... moi j'avais lu l'ouvrage qui s'appelle Le Mystère Henri Pic. C'est un film avec Fabrice Lucchini, qui est critique littéraire et qui se demande pourquoi un pizzaiolo breton va devenir un prix littéraire, parce qu'il va obtenir un prix littéraire et se dire au fond est-ce qu'il est bien celui qu'il prétend être. Et je trouve que dans ce film il y a le résumé de toute une question inouïe. Est-ce qu'on est capable de croire nous-mêmes que chacun d'entre nous peut être capable d'un chef-d'œuvre où qu'il soit, et qu'un pizzaiolo breton au fin fond d'un village de Bretagne peut évidemment produire un chef-d'œuvre littéraire. Est-ce qu'on croit à ça? Visiblement, on a du mal à croire à ça. C'est ce que va mener comme enquête Fabrice Lucchini dans ce film. C'est ce que racontait l'ouvrage du Mystère Henri Pic. Et je crois que c'est tout le défi de ce qu'est l'éducation artistique et culturelle dans notre pays. Le président de la République a souhaité qu'on soit un pays qui passe à 100% là aussi d'éducation artistique et culturelle. Je crois que si on réussit ce défi, ça veut dire que chacun d'entre nous, où qu'il soit, quelle que soit sa condition, sera aussi capable de produire un chef-d'œuvre de la représentation parce qu'il est sensible au monde, et cette sensibilité, il faut la voir et la partager.
on voit le sociologue et puis on voit aussi le spécialiste du cinéma dans sa manière de donner envie. Vous m'avez donné envie d'aller voir le film. Donc, je vous ferai un petit retour justement là-dessus. Un dernier mot, Emmanuel Etis. On a l'habitude ici, alors en hébreu on appelle ça un minag, en français c'est une coutume, de laisser les derniers mots et les mots de la fin à notre invité. C'est un peu une marque de respect par rapport au temps qu'il a pris de venir à nos studios et à s'adresser à nos auditeurs. Donc, je rappelle que Sans détour recevait ce dimanche matin le recteur de l'Académie de Nice et chancelier des universités, monsieur Emmanuel Etis. Vous allez retrouver cette interview sur l'ensemble des 11 réseaux numériques et box de votre station RCN et puis sur YouTube, bien évidemment, avec le hashtag RCN pour Twitter. Je vous laisse donc les mots de la fin, monsieur Emmanuel Etis. Mais quelle belle coutume et quelle chance, parce que je me suis dit, au bout du compte, d'être cet entretien long, nourri et qui a été très agréable pour moi, que sans doute j'avais omis de vous parler de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui est pour moi tout à fait essentiel et qui est un vrai facteur de bonheur, qui est la mise en place d'une réforme essentielle pour notre pays, qui est la réforme du bac général, technologique, mais aussi de la voie professionnelle, parce que là aussi c'est quelque chose qui certes pose beaucoup de questions, mais qui pose des questions très positives. Un vrai bonheur de recteur, d'ailleurs, c'est de réunir les élèves de son académie dans le conseil académique de la vie lycéenne et de voir combien nos élèves eux-mêmes sont heureux de voir que le système bouge, qu'ils y sont associés de très près. Et je leur disais la semaine dernière très simplement, c'est compliqué quand même la réforme, parce que même vos parents vous posent des questions, et c'est normal, ils n'ont pas vécu le même bac que vous. Eh ben, expliquez-leur. C'est un deal intergénérationnel. Expliquez-leur vous la réforme, et le lendemain je voyais les parents d'élèves à qui j'ai dit l'inverse. C'est-à-dire, je sais que vous êtes inquiets et c'est normal, mais justement échangez avec vos élèves, parce que moi-même j'ai pas connu le même bac qu'eux, mais au contraire ça veut dire qu'on est en train de s'adapter tous ensemble, et c'est, je pense, une occasion sublime de parler d'une façon intergénérationnelle pour porter ensemble cette réforme du bac qui doit être certes portée par l'éducation nationale, mais qui sera aussi portée par les élèves, par leurs parents et par la société dans son ensemble. Emmanuel Etis, je vous remercie. Sans détour, l'émission qui fait l'écho de l'actualité locale de la ville de Nice et de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque premier dimanche du mois à 10h sur RCN. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast.